Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le Rendez-vous pour booster votre carrière. Marie Hombrook est ancienne avocate et fondatrice du cabinet de recrutement Atos Executive pour les fonctions juridiques et RH. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui consultante en Legal Operations pour aider les entreprises à être plus performantes, plus visibles et mieux positionnées. Le but de cette émission, partager avec vous des clés et des conseils sur les sujets management, ressources humaines et développement personnel. Le tout en 15-20 minutes avec un invité qui se prête au jeu de nos questions. Bonjour Jean-Edouard, bonjour Marie. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine, bonjour Marie. Nous sommes vraiment très heureuses de vous retrouver aujourd'hui. Nous recevons Jean-Edouard Grésy qui va se présenter lui-même, mais en 2 mots, il est anthropologue, conférencier, médiateur et associé fondateur du cabinet Alternego. Donc Jean-Edouard, je te laisse te présenter un petit peu plus précisément. Oui, je suis anthropologue du droit à l'origine, qui est une discipline qui intéresse les juristes. C'est la science des coutumes, des usages, des règles non écrites qui régissent nos comportements et qui finalement est le droit premier, parce qu'avant d'être écrit, le droit se traduisait dans le comportement des acteurs. Merci beaucoup Jean-Edouard pour cette présentation. Moi, en tant que chasseur de tête, j'ai beaucoup de candidats qui viennent me voir et qui me disent j'ai quitté un poste parce que j'étais dans une situation conflictuelle. Plus largement, la question qu'on voudrait savoir, c'est qu'on voudrait te poser, c'est qu'est-ce qu'une relation conflictuelle au travail? Le problème, ce n'est pas le conflit, c'est la manière dont on le gère. En fait, il y a un proverbe africain qui dit quand on dit aux gens de vivre ensemble, on leur dit de se disputer. C'est même plutôt sain. Vous avez une femme exceptionnelle qui s'appelle Mary Parker Follett, ses écrits ont été réédités sous le terme Mary Parker Follett, Prophet of Management, qui disait le conflit, c'est comme le frottement de l'archer sur les cordes du violon, c'est comme le frottement des roues du train sur les rails. Sans frottement, il n'y a pas de musique. Sans frottement, il n'y a pas de déplacement. Et tout l'art d'une organisation, tout l'art du management, c'est d'accompagner le frottement pour que la musique soit belle et que le train ne déraille pas. Je crois que tout est dit dans cette phrase, c'est-à-dire comment est-ce que j'accompagne ces tensions du quotidien. Ça dépend ensuite de l'intensité conflictuelle, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'un conflit en première intention, c'est tout simplement un blocage dans une prise de décision, un refus d'intégrer l'autre dans son équation personnelle. Je veux ça et je te dis non. C'est non discutable, c'est non négociable, etc. Une fois que ceci est posé, bien évidemment, l'intensité peut devenir insupportable si le conflit n'est pas traité. C'est-à-dire que l'escalade conflictuelle fait qu'on peut arriver à une certaine forme d'agressivité passive, qui est peut-être parfois même le plus difficile à vivre dans le temps, ou une agressivité active en présence de l'autre, voire même des débordements de violence verbale, voire même de débordements de violence physique. Mais la violence ne doit pas être assimilée au conflit. C'est justement la manière de sortir de la violence, c'est de rentrer dans la résolution du conflit. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on gère les conflits? Vous avez des études qui montrent, par exemple, qu'en moyenne, quelqu'un qui travaille en entreprise et qui a managé des équipes ou des projets passerait à peu près une demi-journée par semaine à gérer des... Ça fait à peu près 22 jours par an. Donc, et ça, c'est des moyennes. Ça dépend des activités. Vous avez des activités où c'est le quotidien, évidemment, du travail. Parfois, certaines personnes cherchent le conflit. Et comment on peut reconnaître ces personnes-là, en fait? Parce qu'il faut que ce soit supportable, il faut que le conflit puisse être résolu. En fait, il faut être deux pour résoudre un conflit. Si on est tout seul à vouloir, on ne va pas y arriver. Alors, c'est là que c'est intéressant aussi de s'interroger sur son style et sa personnalité par rapport au sujet. Classiquement, on distingue plusieurs profils. Vous avez des profils évitants, qui ont horreur du conflit, des conflict avoiders qui ont toujours peur que, quelque part même de leur propre agressivité, s'ils abordent le sujet qui fâche et donc ils préfèrent éviter le sujet. Vous avez des profils plutôt doux, c'est-à-dire des profils qui ont peur que ça attaque la relation et du coup, qui vont plutôt céder pour préserver la relation et donc qui risquent de se faire avoir et donc encourager la conflictualité même de leur interlocuteur parce que chercher le conflit avec ce type de profil, c'est obtenir ce qu'on veut. Vous avez des profils qui, effectivement, aiment le conflit en considérant qu'ils sont cash, que tout ce qui est à eux est à eux, tout ce qui est à vous est négociable. Et donc, ils aiment plutôt cette odeur d'adrénaline
avant de monter sur le ring, si j'ose dire, dans une négociation. Et pour eux, le conflit, c'est assimilé à la possibilité d'être assertif. Évidemment, ça peut leur rapporter sur le fond, mais ça peut générer aussi des clashs relationnels retentissants parce que il y a des effets miroirs et mimétiques qui peuvent se mettre en œuvre chez leur interlocuteur, bien évidemment. Donc, ils doivent travailler leur empathie et leur capacité d'intégrer l'autre dans les décisions qu'ils prennent. Mais dans ces différents caractères, il y a forcément des incompatibilités. Je ne parlerai pas d'incompatibilité, parce qu'on peut parler aussi de C'est peut-être pas le cas. complémentarité. Par exemple, si je vais aborder une relation extérieure compliquée, ça peut être un bon appariement d'avoir quelqu'un qui est très assertif et quelqu'un qui est très empathique pour essayer de régler les choses. Je pense que c'est un travail à faire pour chacun sur soi. Quels sont mes points forts et mes points d'effort? Par exemple, si je suis d'un profil plutôt doux, très empathique, je dois travailler l'auto-empathie pour moi, c'est-à-dire savoir discerner quels sont mes intérêts lésés dans une situation conflictuelle et travailler la capacité de les exprimer. Comment avoir une conversation courageuse, aborder le sujet qui fâche, savoir dire non, c'est savoir dire oui à ses intérêts, donc poser ses intérêts sur la table, éventuellement mettre l'autre aussi face à un impact émotionnel qu'il produit chez moi par rapport à tel comportement, etc. C'est aussi de ma responsabilité. Parce que derrière, finalement, c'est une philosophie, dès qu'il y a conflit, dès qu'il y a blocage, la clé, c'est d'accorder le bénéfice du doute. Accorder le bénéfice du doute, c'est se dire que l'autre ne fait pas forcément ça pour le plaisir de m'ennuyer, de me bloquer, de me faire mal, entre guillemets. C'est qu'il a peut-être un intérêt que je ne vois pas, qu'il a une information qui lui manque, qui est parfois le conflit n'est pas que interpersonnel. Souvent, le conflit dans une entreprise et au travail, c'est ce qui le rend complexe. Il est systémique, c'est-à-dire que c'est une personne dans une équipe, dans une entreprise, un cabinet, une organisation, et tout ça interagit. J'ai ce collègue qui est en arrêt maladie depuis 3 mois, du coup, je suis en surcharge de travail, je suis épuisé, du coup, je vis les choses difficilement et j'envoie chier les autres, je suis beaucoup plus difficile. Donc, il faut vraiment prendre du recul sur ces situations et les remettre dans leur contexte et investir. D'où l'empathie, quoi. Vraiment, Exactement. cette idée de se mettre à la place de l'autre, comprendre ses besoins, ses contraintes, ses... Exactement. Jean-Edouard, tout à l'heure, tu parlais d'un profil qui, je pense, parle à tout le monde, de la personne qui aime le conflit, qui se nourrit par le conflit. Et parfois, quand on a des personnes comme ça dans son entourage professionnel, on va arriver à une situation où on va être face à un mur et on n'aura plus de... On aura beau essayer dans l'empathie, ça ne marche pas. Quand on est à ce moment-là de point de non-retour, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut préconiser aux auditeurs quand ils sont face au mur, quoi? Il y a plusieurs choses. Si je reviens un petit peu en arrière par rapport à ces 3 profils que je viens d'énumérer, ça vient des réactions naturelles qu'on a, hein. Fuir, riposter, céder, c'est des réactions qui sont reptiliennes. Donc là, ce dont on parle, c'est le profil dur qui aime le fight, entre guillemets, et quelque part dans les professions judiciaires, juridiques, je suis avocat, je suis un bretteur, j'aime le combat, j'aime l'argumentation, ça peut être une qualité professionnelle extrêmement recherchée, hein. Mais effectivement, par rapport à mes équipes, quand ça monte, j'aime avoir raison, j'aime avoir le dernier mot, ça peut être très problématique. Donc, comment est-ce que je fais par rapport à ça? D'abord, première étape, j'essaye de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire, j'essaye de dissocier la personne que je suis de la fonction que j'occupe dans l'entreprise, dans le cabinet. J'essaye d'apaiser mes émotions, trouver le moment aussi opportun pour aborder le sujet avec la personne. On peut différer la rencontre et la discussion, mais pas trop. C'est-à-dire que si je suis dans un impact émotionnel trop fort, c'est pas le bon moment. Je vais prendre rendez-vous avec la personne le lendemain matin ou le soir quand j'aurai retrouvé mes esprits, etc. Et face à quelqu'un qui aime avoir raison et qui est dans la contradiction systématique, je vais faire le contraire de ce qu'il attend, c'est-à-dire passer dans son camp. Passer dans son camp, c'est lui restituer très rapidement comment il voit les choses, ce qu'il ressent et ce dont il a besoin. C'est-à-dire essayer d'obtenir un oui. Je veux dire non à tout, je vais essayer d'obtenir un oui et le seul oui qu'il peut me donner, c'est le oui à ce qu'il dit. Et donc, essayer d'être en capacité d'empathie suffisante pour l'amener
à s'apaiser aussi émotionnellement en lui restituant comment il voit les choses. Il y a un proverbe arabe qui dit pour remplir une tasse, il faut commencer par la vider. Donc, je vide sa tasse sans la boire et ensuite, en fonction de son état, je vais pouvoir vider ma tasse. Je vais le faire sans reproche, sans attaque, même s'il y en a fait, mais en essayant de rester actuel par rapport aux éléments dont je dispose et puis en précisant évidemment les besoins ou les intérêts à satisfaire de mon côté. Et ensuite, j'attends, je vois comment est-ce que la personne réagit pour repartir dans une discussion, etc. Et si le moment lui semble mal choisi, quand est-ce qu'on peut en parler de manière respectueuse, de manière responsable, etc. Ça ressemble beaucoup aussi aux méthodes de médiation. Le moment, il faut bien le choisir parce qu'effectivement, il ne faut pas le faire trop tôt quand on est à chaud. Par contre, si on attend trop, l'autre ne comprend pas du tout pourquoi on revient trop tard dans cette discussion, quoi. Quand c'est vraiment très embarrassant, c'est bien de préciser l'objectif de la discussion avant de la démarrer. C'est, voilà, j'ai une discussion qui n'est pas évidente pour moi et que j'aimerais avoir avec vous. J'ai besoin d'une demi-heure, j'ai besoin d'une heure. Quand est-ce qu'on peut en parler? J'aimerais pouvoir en parler aussi de manière isolée, évidemment pas dans l'open space, pas devant tout le monde. Voilà, donc commencer par négocier le moment, le lieu, le cadre. C'est vraiment, ça dépend de l'intensité émotionnelle. J'ai eu ce cas et quand j'ai été jusque-là, et en fait, en face, j'avais la fille. Alors que c'était quelqu'un qui aimait le fight, mais par contre, quand moi, j'allais au devant pour essayer de résoudre le truc, il n'était jamais dispo. J'avais personne en face. Donc en fait, au bout d'un moment, on n'a plus de solution. L'évitant, et ça, c'est pas toujours évident. Vous avez des anguilles très très douées. T'inquiète, on en reparle. Oui, pas maintenant, mais plus tard, etc. C'est très difficile à ferrer, mais on peut quand même les prendre en mots. Faut aller les chercher, les chercher. C'est pas parce que l'autre recule, évidemment, je vais pas le forcer, mais si c'est une tactique d'évitement, je peux parfois même nommer la tactique et dire, écoute, voilà, moi je viens, je précise ce qu'on appelle la méta-communication, je précise mon intention. Je suis pas là pour régler mes comptes, je suis pas là pour faire des reproches. Je suis là pour faire avancer nos manières de communiquer, nos manières de collaborer, pour améliorer nos méthodes de travail, pour améliorer l'ambiance au sein de l'équipe et la fluidité de nos relations, j'en sais rien, voilà. Moi, j'ai quand même une question, c'est-à-dire que quand tu vas solliciter un échange, tu vas lui dire dans ta posture l'objet de ton échange. Tu vas lui dire dès le début, voilà, Pierre, Paul, Jacques, j'aimerais qu'on échange pour pour évoluer sur ce problème-là. C'est ça que tu préconises. Assez vite. En fait, c'est difficile de parler en général. 90%, j'ai envie de dire, je sais pas le pourcentage, de conflits qui se gèrent par des feedbacks informels. Je sors de réunion avec une collègue que j'aime bien, elle a dit un truc que j'ai pas apprécié, je vais boire un café, je lui dis, dis donc, t'as dit ça tout à l'heure, tu penses vraiment? Elle dit, ah, excuse-moi si tu as mal pris, fin de l'histoire. Ok. Donc, c'est de la conflictualité du quotidien. Je vais chercher une explication sans juger encore une fois la personne. Je mets l'autre en face de l'impact qu'elle produit et je cherche à comprendre quelle est son intention de manière bienveillante. Je règle, on va dire, le tout venant. Là, on est en train d'aborder déjà des sujets de conflit plus complexes. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans un profil qui fait peur, quelqu'un qui est dans un profil très évitant et qu'on n'arrive pas à choper. Donc, c'est pas le tout venant. Ça existe, évidemment, mais on est sur des cas de figure ingérable, en fait. Oui. Là, Ça me rappelle un livre, non? Ça me rappelle un petit livre. Tout à fait. Et c'est vrai que sur ce terrain-là, on peut même arriver sur des profils de personnalité pathologiques par certains moments, narcissiques, voilà, paranoïaques. Ça existe aussi, c'est très, très difficile, pervers, mais c'est 3-4%, on va dire, de la population qui a ce type de profil assez extrême. Et ça se traite un petit peu différemment, évidemment. C'est du sur-mesure et c'est du cas exceptionnel. On va dire que pour la grande masse de la conflictualité, ça relève pour l'essentiel du bon sens paysan. Ça relève de oser dire et d'un état d'esprit qui peut se définir ainsi. 1, accorder le bénéfice du doute, on l'a dit. 2, arriver avec la volonté de comprendre et pas la volonté de convaincre. Et ça, c'est pas toujours facile pour les juristes parce qu'ils aiment avoir raison. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de comprendre où est-ce qu'on s'est raté dans l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là aujourd'hui? Et éventuellement, quelle est ma contribution aux difficultés qu'on rencontre aujourd'hui? Si je suis capable d'entendre ça, ce
il faut quand même être deux pour avoir un conflit, à minima. Si je viens avec cet état d'esprit, on va quand même optimiser grandement les chances de s'entendre. Parce que le mécanisme comportemental le plus puissant dans nos rapports humains, c'est faire ce que je demande à l'autre. C'est-à-dire que nous avons des neurones miroirs. Si je veux du respect, venir avec du respect a beaucoup plus de chances de déclencher le respect. Si je veux de l'écoute, venir avec de l'écoute a beaucoup plus de chances de déclencher l'écoute. L'inverse est vrai, si je viens en gueulant, si je viens en faisant la grimace, si je viens en parlant fort, par effet miroir, je risque d'enclencher ce avec quoi j'arrive. Ou inversement, en ripostant par rapport à ce que je vois, je risque de déclencher le phénomène escalatoire. On a une dernière petite question à te poser. Si tu avais un conseil, une astuce vraiment que les auditeurs devraient retenir, ce serait quoi? Le conseil le plus important, c'est ce qu'on vient de dire et qui a été magnifiquement résumé par cette phrase de Marshall Rosenberg qui énerve les juristes. Il faut l'entendre. Dans la vie, il faut choisir entre être heureux ou avoir raison. Être heureux, c'est résoudre son conflit et comprendre où est-ce qu'on s'est raté. Avoir raison, c'est montrer à l'autre qu'il a tort, vouloir le changer. Ça marche pas dans un conflit. Et le deuxième conseil, si j'ose, oser demander de l'aide, c'est-à-dire que parfois, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que c'est trop complexe, il y a trop d'émotions, nos valeurs ont été touchées, on est face à une personnalité complexe, etc. Et donc, demander de l'aide, c'est voir aussi qui peut faire tiers, qui peut nous asseoir autour d'une table, qui peut faire la navette entre nous pour apaiser les choses, recourir à une aide extérieure. C'est ce que la coutume a toujours proposé de faire dans toutes les sociétés premières et dans toute l'humanité. Merci beaucoup, Jean-Edouard, pour tous ces bons conseils. Même si tu as l'air de dire que c'est du bon sens, moi je trouve que quand même c'est bien d'entendre, d'avoir des gens qui nous l'expliquent concrètement. Donc un grand merci à toi. Merci pour cette Frida. Merci beaucoup. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux et soutenez-le avec une note, un commentaire. Cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Et d'ici là, portez-vous bien.